La nouvelle banque de l'AES met la France au sol. L'Afrique est debout, écoute ça. Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus. À la une télévision, une future banque d'investissement et de développement et un projet de force armée conjointe. Voilà les annonces à l'issue du deuxième sommet des chefs d'État de l'AES qui s'est achevé mardi à Bamako. 3 nations africaines viennent de créer leur propre banque. Pas de demande à l'IMF, ni à la France, ni à personne. Aucun financement extérieur, aucune approbation. Juste le silence et une nouvelle arme financière audacieuse. Mais que viennent-elles de bâtir exactement? Et pourquoi l'Occident évite-t-il soigneusement le sujet? Quelque chose de monumental vient de se produire en Afrique de l'Ouest, dans une déclaration presque passée inaperçue. À première vue, la création d'une nouvelle institution financière par 3 pays enclavés pouvait sembler n'être qu'une initiative régionale classique. Mais en y regardant de plus près, ce n'est pas un projet comme les autres. C'est un séisme silencieux, un acte de rupture qui ébranle les fondements du système établi. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, souvent réduits à des statistiques sur les coups d'État, les insurrections et la pauvreté, ont osé prendre un risque historique, fonder leur propre banque régionale. Son nom, la Banque confédérée pour l'investissement et le développement. Mais ne vous laissez pas tromper par la dénomination administrative, ce n'est pas une simple agence gouvernementale, c'est une révolte exprimée en monnaie. Une banque avec un objectif unique, financer l'avenir sans ingérence, sans supervision et sans argent occidental. Elle démarre avec 500 milliards de francs CFA, soit entre 820 et 833 millions d'euros. Une somme considérable, surtout pour des États qu'on disait incapables de financer quoi que ce soit sans aide extérieure. Désormais, l'argent ne vient plus de Bruxelles, ni de Washington, ni de Paris. Il provient de leurs propres économies, de leurs propres réserves, de leurs propres réseaux. C'est une monnaie africaine pour un développement africain. Mais ce n'est pas seulement l'existence de cette banque qui dérange, c'est la cause et le lieu, car ces nations ne sont pas les géants économiques de l'Afrique. Ce sont des pays du Sahel, en proie au chaos géopolitique, abandonnés par leurs alliés internationaux, frappés par les sanctions. Et pourtant, malgré tout, elles ont réalisé l'impossible, là où tant d'experts ne voyaient que des espoirs. Plutôt que de manifester, elles ont discrètement bâti les instruments de leur souveraineté économique. Pas de cérémonie pompeuse, pas de dignitaires étrangers, pas d'investisseurs pour applaudir. Ce n'était pas une opération de communication, c'était une déclaration d'intention. Et cette intention est limpide. Ces pays ne demandent plus d'aide. Ils affirment qu'ils n'en ont plus besoin, et ils le prouvent non pas par des mots, mais par des actes. 3 États, tous issus de l'ancien système économique ouest-africain francophone, liés au franc CFA, profondément intégrés à des structures comme la CEDEAO et l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Mais depuis 2023, tout a changé. Ils ont expulsé les soldats français, quitté la CEDEAO et rompu avec l'ordre établi. Alors quand ils disent avoir construit une banque, il ne s'agit pas simplement d'une institution. C'est le point final de leur stratégie de sortie. Une ligne de non-retour. Et c'est là que le récit devient dérangeant, pas pour eux, mais pour tous ceux qui les observent, car ce n'est pas une réaction désespérée, c'est une escalade calculée. Face à la pression économique, à l'exclusion politique, aux sanctions, ces nations ont pris une décision rare en politique internationale. Elles ont cessé de réagir et ont commencé à construire. Pas de cris diplomatiques, pas de menaces. Elles ont préféré créer quelque chose de concret, quelque chose qui accroît leur indépendance, réduit leur vulnérabilité et rend toute manipulation extérieure plus difficile. Et pour bien comprendre l'ampleur de ce qui est en train de se jouer, il faut regarder ce que cette banque remplace. Depuis des décennies, le développement de la région était façonné par des projets financés par des bailleurs, des ONG, des entrepreneurs étrangers ou des institutions comme la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Mais ces collaborations exigeaient presque toujours des contreparties. Abandonner une part de souveraineté, modifier les lois, se soumettre aux exigences de ceux qui détenaient les fonds. La Banque confédérée inverse totalement ce scénario. Elle rend le pouvoir de décision et le financement aux communautés locales. Et ce n'est pas un geste symbolique, c'est une machine conçue pour financer des projets réels, infrastructures, développement industriel, agriculture, tous des domaines que le FMI soutient souvent trop lentement et politise trop vite. Avec cette banque, plus besoin de prouver sa crédibilité financière à un économiste occidental qui n'a jamais mis les pieds dans un village sahélien. Plus besoin de satisfaire des objectifs de croissance définis dans des bureaux à l'étranger.
La seule condition, que l'initiative bénéficie à la population locale, pas aux investisseurs internationaux. Et c'est là que le silence de l'Occident en dit long. Aucune couverture médiatique, aucune commission d'experts pour s'interroger sur la stabilité régionale, aucune indignation officielle, comme si la seule réponse possible était d'ignorer que cela vient de se produire. Car reconnaître cette banque, c'est admettre quelque chose de bien plus dérangeant qu'une opération financière. C'est admettre que l'Afrique peut construire ses propres systèmes. C'est admettre que ces 3 nations issues de coups d'État peuvent planifier, coordonner et mener. Et c'est pour cette raison que la Banque confédérée entre en scène discrètement, mais avec défiance. Elle ne cherche pas les projecteurs. Elle cherche la pérennité. Et plus encore, l'expansion. Alors non, cette banque n'est pas, au sens occidental, une simple entité financière. C'est une machine à contre-récit. Elle réécrit le sens même du développement. Ses dirigeants ne cherchent plus à démontrer leur valeur aux investisseurs étrangers. Leur objectif est désormais clair, prouver leur utilité à leur propre peuple. Ils veulent bâtir des mécanismes pour vivre au quotidien sans avoir à mendier. Pas ajuster leur PIB pour séduire les agences de notation, mais ne vous y trompez pas. Ce n'était pas juste un agacement interne. Il y a eu un déclencheur. Lorsque la France a retiré ses troupes, imposé des sanctions et coupé les aides parce que ces pays refusaient de suivre les standards démocratiques exigés, quelque chose a changé. Ils ont soudainement compris que leur amitié avec l'Occident n'avait jamais été inconditionnelle, que l'aide cesse immédiatement dès qu'ils ne suivaient plus les règles. Et là, une question brutale s'est imposée. Étions-nous vraiment souverains s'ils peuvent en fait nous couper aussi facilement? C'est à ce moment-là que l'idée de cette banque est devenue une ligne rouge, un acte de rupture et non plus un simple projet. Mais cette fois, contrairement à tant d'autres promesses post-coloniales oubliées, celle-ci tient bon. Pourquoi ? Parce qu'elle ne repose pas sur une idéologie, mais sur des souvenirs, la mémoire de leur monnaie manipulée, de leurs économies pillées et de leur avenir vendu par des technocrates souriants. Ils se souviennent, ce n'est pas de la paranoïa. Oui, ils ont bâti une banque, mais en réalité, ils ont bâti un mur entre leur avenir et ceux qui en contrôlaient les clés jusque-là. Et ce mur, vu de l'extérieur, fait peur. Parce qu'il ne bloque pas le progrès, ni la paix. Il bloque tout un système qui s'assurait que ces pays ne puissent jamais rêver sans permission. Ils ont arrêté de rêver sous les toits des autres et ont construit leur propre abri. Mais alors, que va faire concrètement cette banque ? Elle n'a rien d'un projet symbolique. Ce n'est pas un monument révolutionnaire. C'est un outil. Un levier pour déplacer de l'argent, des matériaux, des machines et des cerveaux. La Banque confédérée pour l'investissement et le développement n'est pas là pour briller. Elle est là pour réparer, pour combler les vides que personne d'autre ne voulait combler. Pendant des années, l'Occident a promis des investissements en infrastructures. Et pourtant, les routes sont restées poussiéreuses, pleines de nids de poules entre ces 3 pays. La seule chose qui changeait, c'était le nom des consultants et leurs rapports. On annonçait à grand renfort de communiquer des projets ferroviaires à plusieurs millions avec la Banque mondiale. Mais aujourd'hui, c'est la Banque confédérée qui vient combler les promesses non tenues. Sa priorité, rebrancher l'ossature même de la région. On parle ici de lignes de chemin de fer qui connectent les zones d'uranium au Niger, aux usines au Mali et ensuite au centre de distribution du Burkina Faso. Pas pour exporter vers l'Europe, pas pour alimenter les ports, mais pour se connecter entre eux. Et c'est là toute la différence. Ce n'est pas une politique d'exportation de matières premières pour gagner de l'argent à l'étranger. C'est une stratégie d'intégration interne pour soutenir la main-d'œuvre locale et l'industrie régionale. Pendant des décennies, les seules routes viables étaient celles qui faisaient sortir les ressources d'Afrique. La Banque confédérée, elle, veut inverser cette logique. Connecter les mineurs aux raffineurs, les agriculteurs aux transformateurs et les produits aux marchés locaux. C'est une logistique de libération. Mais l'acier ne suffira pas à mener cette transformation. L'énergie est le prochain champ de bataille. Dans une région où les prix du carburant importé explosent et où les coupures de courant paralysent le quotidien, la Banque confédérée soutient une autre vision de l'avenir. Des réseaux électriques locaux, décentralisés et renouvelables. Leur stratégie ? Des investissements massifs dans des fermes solaires, surtout dans les zones où l'on manque le plus d'électricité, mais où le soleil abonde. Des méga-projets conçus localement, financés localement, sans validation du FMI. Des micro-réseaux alimentés par les communautés elles-mêmes, car tant que la lumière reste allumée, les écoles restent ouvertes, les frigos tournent dans les cliniques, les petites entreprises n'ont plus besoin de gasoil pour survivre, et soudain, le développement devient réel. Mais l'énergie n'est qu'un maillon de cette chaîne, l'autre, c'est la nourriture. La Banque confédérée s'apprête à frapper fort dans l'agriculture et l'agroalimentaire, mais pas à travers des multinationales,
à travers des coopératives locales, des entreprises villageoises et des centres de distribution nationaux. L'objectif est simple, et pourtant radical. Manger ce qu'ils produisent, produire ce qu'ils mangent. Pendant trop longtemps, ces pays ont dépendu du blé, du riz et des aliments transformés importés, alors qu'ils possédaient des terres fertiles en abondance. Pourquoi ? Parce que le système d'aide décourageait l'autosuffisance alimentaire. Importer était souvent moins cher, pas parce que la terre manquait de richesse, mais parce que les petits producteurs étaient abandonnés, livrés aux sécheresses et aux filets de misère, pendant que la nourriture étrangère arrivait subventionnée. Ce déséquilibre est en train d'être corrigé. La Banque confédérée donne aux agriculteurs accès à toute la chaîne, équipement, irrigation, stockage, transformation. Fini le temps où on vendait des tomates pour quelques centimes avant de racheter la pâte de tomate. En boîte, venue d'Europe. Ce n'est pas de la charité, c'est la souveraineté agricole. Et elle se construit village par village, outil par outil, récolte après récolte. Mais il ne s'arrête pas là. Il regarde désormais vers le ciel. Oui, même le ciel a été colonisé. Pendant des années, ce sont les compagnies aériennes internationales qui ont contrôlé le transport régional en Afrique de l'Ouest. Un véritable cauchemar logistique. Pour aller d'un pays voisin à un autre, il fallait souvent passer par l'Europe. Un non-sens cruel. Mais ça, c'est terminé. Grâce à la Banque confédérée, une compagnie aérienne régionale est en train de voir le jour. Des vols directs de Bamako à Ouagadougou, sans escale, sans visa interposé, sans les tarifs délirants des anciennes compagnies héritées du passé. L'objectif est simple. Créer un corridor aérien régional. Dynamiser le commerce, le tourisme, l'éducation. Des éléments essentiels pour l'intégration régionale, mais qui n'ont jamais intéressé les investisseurs internationaux. Et pourtant, cela va plus loin que le simple mouvement des corps, car l'intégration ne se limite pas au déplacement. Elle repose aussi sur une chose encore plus fondamentale, la confiance. Et l'argent, lui, n'a jamais fait confiance aux frontières africaines. C'est pour cela que la banque construit des plateformes numériques et des systèmes de paiement interopérables. Des outils qui permettent aux citoyens et aux entreprises de recevoir, d'envoyer et de commercer entre pays sans avoir besoin de dollars ou d'euros. Terminer le système CFA soutenu par la France. Terminer les frais absurdes pour envoyer de l'argent de Bamako à Niamey. Fini la dépendance aux devises coloniales. La Banque confédérée ouvre la voie à un véritable commerce régional. Et soyons clairs, ce ne sont pas des rêveurs qui dirigent cette banque, ce sont des stratèges. Chaque prêt, chaque projet, chaque investissement est pénétré de calculs, de gestion des risques et d'intérêt national. Ils ont vu les pièges de la dette. Ils ont lu les petites lignes. Et ils ont compris que l'argent gratuit venait presque toujours avec des menottes invisibles. Cette fois, ce sont eux qui fixent les règles. Ils n'ont peut-être pas encore des milliards, mais ils ont l'intention, une volonté organisée, lucide et financée localement. Chaque franc investi a une seule vocation, résoudre les problèmes que jamais aucun partenaire étranger n'a placés en priorité. Car oui, ce n'est pas une course pour rattraper l'Occident. L'objectif n'est pas d'imiter, c'est de construire ce que l'Occident n'a jamais eu l'intention de fournir. Si tu regardes les bilans comptables de la Banque confédérée, les budgets de projets, les réserves de capital, tu peux y voir des chiffres, des tableaux, des investissements. Mais si tu regardes autrement, tu verras qu'elle n'a pas été bâtie comme une banque. Elle a été conçue comme une colonne vertébrale, un réseau, un rempart. Car derrière les feuilles de calcul et les programmes de prêt se cache un objectif bien plus ambitieux. L'unification, mais pas pour les profits. Une unification pour la souveraineté, pour la politique, pour les peuples. Le développement n'est qu'un outil parmi d'autres. Le vrai but, c'est d'lier les trois pays à un avenir commun, qu'aucune force extérieure ne pourra briser. Pendant trop longtemps, l'histoire de l'Afrique a été celle de la division. Une division organisée, des frontières, des langues, des monnaies, même des fuseaux horaires, dessinés pour fragmenter. Des nations qui partagent des fleuves ne partagent pas leur chemin de fer. Des pays qui parlent la même langue s'échangent des langues étrangères. Des voisins qui devraient coopérer se retrouvent soumis à des bailleurs différents, à des créanciers différents, à des agendas divergents. Ce n'était pas une erreur, c'était un plan destiné à maintenir la dépendance mutuelle et l'asservissement extérieur. Aujourd'hui, la Banque confédérée abat ce mur, pas avec des traités, pas avec des conférences creuses, avec des investissements réels. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger unissent leurs économies. Ils sécurisent leur avenir ensemble, par des connexions fibres optiques, des projets conjoints, des systèmes numériques indépendants, pas par des poignées de main symboliques, mais par l'action concrète. Cette banque ne prête pas seulement aux nations,
Elle finance un bloc. Et cela change tout. On ne parle plus de 3 États fragiles, mais d'un ensemble coordonné, interconnecté. Quand vos plans de développement, vos réseaux d'énergie, vos transports et votre production alimentaire sont alignés, vous ne pouvez plus être divisés. Car l'unité, c'est aussi un bouclier. Pris séparément, ces pays étaient vulnérables, faciles à renverser, faciles à sanctionner, faciles à asphyxier économiquement, mais ensemble, ils deviennent beaucoup plus difficiles à intimider, beaucoup plus difficiles à isoler. Fini les points de rupture isolés. Fini d'utiliser la faiblesse d'un État pour faire pression sur les autres. Quand le Burkina Faso a été coupé de l'aide, c'est le Mali qui a pris le relais. Quand le Niger a été sanctionné, ses partenaires de l'AES ont ouvert de nouvelles routes commerciales. Et grâce à leurs banques régionales, ils n'ont plus besoin de se justifier devant des bailleurs réticents. Chaque fois qu'une institution occidentale modifie ses standards de gouvernance, ils ne sont plus obligés de restructurer toute leur économie. Ils ont créé une boucle fermée, une boucle d'autodétermination, pas de secret. Et l'entrée de cette boucle, c'est la Banque confédérée. Si tu veux accéder aux opportunités, aux capitaux et aux marchés de ce bloc, tu dois respecter les règles de l'AES, pas celles de Washington, pas celles de Paris, ni de Bruxelles. Le rapport de force est inversé. Pour la première fois, ce sont les pays africains qui fixent le cadre. Et ce sont les autres qui doivent choisir s'ils veulent s'y intégrer, selon leurs conditions. Ce n'est pas juste un changement de politique, c'est un changement de posture. La Banque confédérée n'est pas qu'un outil financier, c'est un instrument politique. Un outil pour imposer une réalité, pas pour y réagir. Un outil d'affirmation, pas de soumission. Et déjà, elle inquiète bien au-delà du Sahel. Que se passera-t-il quand la Guinée demandera à rejoindre l'AES, quand le Tchad sollicitera un financement auprès de la Banque confédérée, quand une petite alliance réussira ce que l'Union africaine n'a pas su accomplir depuis des décennies, ce ne sera plus un simple expériment local. Ce sera un prototype pour tout un continent. Et surtout, ça fonctionne. Alors, dis-moi, penses-tu qu'on puisse encore empêcher les pays africains d'atteindre leur pleine souveraineté ? Crois-tu encore qu'ils ont besoin d'aide ? Dis-le nous en commentaire. Ici, nous explorons l'histoire, la culture et la lutte continue pour la souveraineté du continent africain. Abonne-toi à la chaîne. En t'abonnant, tu ne fais pas que t'informer. Tu rejoins un mouvement déterminé à rendre à l'Afrique la place qui lui revient sur la scène mondiale. Active la cloche, ne rate aucun épisode. Ensemble, diffusons la connaissance, inspirons le changement. Merci d'avoir regardé.